Solution ezalié, tofuta pakoe, c'est pas quoi ya madele, tofuta pakoe, leko ya revenu locatif, pakoe ya bafundeli, la bala kilie, tofuta pakoe, pakomele sala zaloe, tofuta patente, tofuta patente. Salut à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans Fiscalité, Économie et nous. Déjà pour ces nouveaux numéros, nous avons cette opportunité, mesdames et messieurs, de pouvoir en parler justement d'un thème très important qui va intéresser la majeure partie justement de la population qui a toujours été là pour nous regarder au travers de cette émission. Nous avons le quotidien, vous le savez, à traiter justement des thématiques qui permettent à ce que nous puissions tous être avertis, pourquoi pas, et puissions être informés. Alors ce sera avec notre invité qu'on va devoir, mesdames et messieurs, dans ces nouveaux numéros, essayer d'en parler. Et je vais devoir déjà présenter mon invité. J'ai le grand plaisir dans cette émission de recevoir Maître Douli Moutou-Loulou. Bon après-midi et bienvenue. Merci monsieur le journaliste et puis merci à tous les téléspectateurs et aussi à tous les techniciens et les managers de votre magazine. Voilà, nous sommes Fiscalité, Économie et nous. Ici nous parlons justement de thématiques liées, faudrait le dire, nous parlons de l'économie, nous parlons de la fiscalité ainsi que nous parlons de la population. Maître, je vais d'abord essayer de donner en intégralité votre présentation. Donc maître, je rappelle comment on vous appelle, maître Douli Moutou-Loulou. Vous êtes secrétaire national de la jeunesse responsable, ainsi que vous êtes avocat, il faut le dire comme ça, et puis assistant de universités. Alors c'est un grand plaisir pour nous justement de vous recevoir sur ce plateau déjà pour ce nouveau numéro. On va parler d'une situation justement qui s'avère être de l'actualité et cela intéresse la majeure partie de la population. Donc le problème de la hausse de prix du carburant qui s'est fait parler justement. Alors vous étant citoyen, parce que vous êtes congolais, comment est-ce que vous avez reçu justement ces phénomènes, également encore cette situation à votre qualité, dans votre qualité d'avocat? Ce qui est important, nous devons relever que cette situation haussière, tendance haussière des prix du carburant, influence, n'est-ce pas, tous les secteurs, parce que le carburant, c'est vraiment une marchandise qui répond à tous les ménages et aussi qui touche la société d'une manière générale, parce que le carburant a un effet d'entraînement des prix à d'autres produits. Donc voilà pourquoi cette situation ne pouvait que nous intéresser, et aussi et surtout que cette marchandise est parmi les marchandises protégées par l'État, en ce qui concerne l'évolution des prix. Donc c'est l'État seul qui a le monopole, n'est-ce pas, de contrôler les prix et aussi de jouer le rôle de régulateur. Raison pour laquelle, s'il y a hausse, écoutez, nous devons essayer d'analyser, savoir des vraies raisons et aussi poser des questions à l'État, parce que c'est l'État qui reste, ou soit qui reste le seul à pouvoir, n'est-ce pas, fixer les prix en ce qui concerne les produits pétroliers. Voilà, on comprend directement que seul l'État qui sait fixer le prix plutôt par le ministère de l'économie, si voilà. vous voulez les dire ainsi. Mais nous avons constaté quelque chose depuis un certain moment, qu'il y a eu ces différentes hausses de prix. À un moment, on a subi cela, ça c'est la troisième fois. Alors le Congolais se pose des questions. On veut tous savoir le pourquoi de cette instabilité justement au niveau de ces prix-là, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on devait subir un problème pareil, on a essayé de résoudre, mais également nous révivions encore le même problème. Est-ce que l'on peut dire que l'État n'arrive pas à bien justement fixer le prix, à bien gérer ses responsabilités, parce que l'on ne peut jamais vivre un même problème pendant en 3 temps? C'est tout à fait normal. Vous devez comprendre que l'État ici joue le rôle de régulateur et simple observateur, dès lors que l'État n'intervienne pas. Parce que l'État, par son interventionnisme, peut aussi intervenir comme régulateur et aussi peut aussi intervenir comme étant opérateur économique lui-même. Bon, en intervenant comme étant opérateur économique, il a la facilité, n'est-ce pas, de maintenir les prix à un certain cap pour l'intérêt général. Mais si vous allez le constater avec moi, l'État n'a pas ce pouvoir, sinon de regarder et de se laisser faire. Et ils ont donné une raison qui était quand même soutenable quand ils disent qu'il y a un problème de baril. Nous avons remarqué avec nous qu'il y avait hausse de baril sur le marché mondial. Nous avons tous accepté pour dire que, écoutez, étant donné qu'il y a hausse de baril, ça peut toujours entraîner aussi une certaine hausse, n'est-ce pas, des prix au niveau des pompes essence. Là, ça s'est justifié. Mais malheureusement, nous avons assisté
à incidence regrettable de l'État quand nous avons connu une baisse des barils, baisse sensible des barils. Là, le prix était inchangé. Les prix n'ont pas bougé. Le prix n'a pas bougé à la pompe. C'est ce qui est vraiment regrettable. Actuellement, nous vous disons tout simplement, l'État est régulateur, mais impuissant. Il ne peut rien faire dès lors qu'il n'a pas une mainmise. C'est ainsi que nous demandons à l'État d'être celui-là qui va réguler et aussi celui qui va imposer un prix. Mais comment vous allez poser un prix sur un marché que vous ne maîtrisez pas? Ça, c'est la vraie vérité. On va comparer un tout petit peu, d'autant que cela intéresse les affaires. Alors, ce sont les partenaires économiques avec dont nous traitons, dont on est censé aussi de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Nous sommes tous en Afrique et nous savons comment est-ce que les choses se passent. Qui est hausse de baril, qui est baisse de baril, oui, on ne se convient pas. Mais pourquoi, si on doit regarder d'autres pays africains dont je peux énumérer 2 ou 3, le Congo-Brazzaville, également l'Angola, on peut prendre encore, même si le Rwanda, il y a également aussi justement font partie de ces différentes situations, mais on ne sait jamais voir que l'État puisse se prononcer pour essayer de pallier à une situation. Après demain, donc hier vous êtes dissatisfait et vous vivez encore le même scandale. On peut dire eux, ils ont des génies encore de Dieu qui arrivent à stabiliser, maîtrisent la matière, où on manque encore quelqu'un et qu'il faudrait justement donner ces attributions-là pour que l'on ne puisse pas revivre de pareilles choses. Ce qui est vrai aussi, monsieur le journaliste, il faut retenir que dès lors que l'État devient lui-même, pas l'État, les animateurs des institutions de l'État deviennent eux-mêmes commerçants, ça pose aussi. Parce qu'hier, on nous disait qu'il faudrait que le gouvernement ait une rencontre, soit une réunion avec les pétroliers. Posez-vous la question de savoir quels sont ces pétroliers. Avez-vous déjà vu un siège social d'un grand grossiste qui vend les carburants? Non, ceux qui vendent sur les pompes essence, moi je les appelle les Kadhafi. Ils reçoivent d'un groupe des opérateurs que nous appelons grossistes. Je sais ça si je fais comprendre. Ceux qui vendent au niveau des pompes essence, il faut les considérer comme des détaillants. Mais en dehors des détaillants, il y a des grossistes. Ceux qui livrent les carburants, ce sont les pétroliers. Aujourd'hui, nous avons une tragédie au niveau du Congo central. Vous avez prévu que nous allons parler d'un sujet. Et nous commençons maintenant à découvrir qu'en dehors des cambistes qui vendent aux pompes essence, ceux-là ne sont pas des pétroliers, ce ne sont que des détaillants qui vendent du pétrole, mais il y a des gens qui décident sur les prix. Et moi, je m'aimerais maintenant poser au ministre, à son excellence, le ministre de l'économie, c'est avec qui il s'est réuni. Quand lui, le ministre, nous dit que j'ai eu rencontre avec les pétroliers, ceux qui vendent aux pompes ou ceux qui livrent les carburants. Donc, et s'ils arrivent à livrer les carburants, maintenant, il faudrait savoir maintenant les sources des sources d'approvisionnement. Voilà. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire, moi, je trouve que c'est un château qui a plusieurs chambres que nous devons vraiment essayer d'explorer. Vous allez découvrir la vérité. Ceux qui travaillent, le pays que vous avez cité, s'ils travaillent pour l'intérêt de la population, en ce qui concerne de préserver les prix, de stabiliser les prix des carburants, parce qu'ils subventionnent. Là, c'est l'État qui subventionne. Voilà. Mais dans notre cas, vous allez vous rendre compte que les gens qui sont appelés à diriger les institutions de l'État sont eux-mêmes les vendeurs, les opérateurs économiques. C'est les grands pétroliers. Alors ici, ils ne veulent pas, n'est-ce pas, perdre en tant que commerçant pétrolier. On sent que chacun tire profit et également il y a un désordre. Il y a un désordre justement. Ou soit ils tirent des commissions, ou soit eux-mêmes sont des commissionnaires, soit eux-mêmes sont des fournisseurs de produits pétroliers. Alors, est-ce que l'État également, ou encore tout le monde essaie de voir le dégât justement qu'il y en aura dans ces secteurs de transport où on pourrait constater je dirais même cette sale manière de faire les choses dont peut-être le chauffeur pourrait procéder encore, et entre autres les saviez, le système de mi-terrain qui peut se dire comme ça, vous allez voir que même si demain on devait se déplacer pour une distance qu'on devait payer peut-être 500 francs, à cause de cela on peut faire 2 transports et vous ne voyez pas que cela va aussi déranger même les Congolais qui est censé se réveiller le matin, chaque jour aller au boulot, qui a une famille, qui faisait déjà un calcul dont on peut dire bien structuré. Demain, on doit essayer de majorer encore d'autres choses. Vous ne voyez pas que c'est la population qui va souffrir maintenant. Et également, les chauffeurs vont devoir pratiquer. C'est la raison pour laquelle le législateur a protégé ces produits. Les produits de première nécessité. Protégés par l'État, surveillés. Donc la surveillance du prix ici, ce n'est pas libéralisé. On vous dit que c'est l'État qui vous jette, qui a un regard. Pourquoi? C'est parce que ce sont des produits qui peuvent entraîner un effet d'entraînement. Si je peux me répéter. Donc, une fois il y a baisse, en principe, on doit sentir les baisses d'autres produits. Parce que certains produits dépendent du pétrole. Et s'il y a hausse, ça va de soi. Raison pour laquelle l'État, le législateur a prévu qu'il y ait un contrôle, c'est-à-dire une certaine concertation avec les pétroliers. Mais ici, je voudrais rappeler à tout le monde, les mêmes animateurs sont eux-mêmes les pétroliers.
C'est ça le vrai problème en République démocratique du Congo. Alors, Raison pour laquelle vous allez toujours sentir cette tendance de vouloir récupérer les gains. Parce que moi, je ne vois pas comment est-ce que vous allez augmenter un prix dès lors que vous savez vous-même la capacité d'achat de votre population. Vous n'avez pas augmenté les salaires, mais vous vous empressez pour augmenter le produit pétrolier. Or, pourquoi ne pas faire une convention, une subvention? Parce que nous vivons sur subvention. Et en réalité, l'essence que nous achetons en République démocratique du Congo, d'aucuns les vendent cher. Mais ici, oui, nous avons toujours cette tendance de supporter, de créer un matelas pour ne pas créer une perte aux pétroliers et aussi pour ne pas que les pétroliers arrivent à imposer un prix que la population ne pouvait pas acheter. Ça risque d'engendrer des problèmes sociaux. Raison pour laquelle l'État est toujours là pour surveiller. Mais nous sentons que l'État se désintéresse parce que l'État départ des commissions ou soit carrément l'État c'est lui-même les pétroliers. Voilà, on a senti ces problèmes de hausse justement de prix du carburant depuis qu'on était censé justement échanger le 10 dollars à 16 000, 18 000, il y a longtemps, le 20 000, quand il y avait même un problème de taux d'échange. Alors on a senti que ça marchait presque de même, ces problèmes de hausse de prix de carburant. On peut dire que c'est là aussi, le problème du dollar aussi impacte dans cette situation. Non, le dollar ici n'est qu'une monnaie de référence, une monnaie de transaction. Voilà. Ici, tout se base par rapport à cette fixation. Ça, vous indexez. Mais quand vous indexez, il faut surveiller, il faut protéger et aussi voir l'intérêt général de la population. Sinon, à ce moment-là, dès lors que le dollar monte, ça sera tout à fait normal que vous puissiez faire augmenter le prix. Nous allons dire que, mais écoutez, il y a une raison, parce qu'il y a un indicateur qui entraîne cet effet d'augmentation, de hausse. Mais je me pose la question, dans l'hypothèse où il y a baisse des dollars, pourquoi vous n'abaissez pas directement les prix? C'est ça la vraie question. Il y a eu hausse de baril, vous avez dit qu'il y a hausse de baril. Nous avons compris qu'il y a hausse de baril, c'est une situation mondiale, c'est une crise mondiale, on n'en paie rien. Mais il y a eu baisse de baril. Silence radio. Ça, c'est pas normal. On devait sentir également aussi un changement de ces côtés-là. Dans le cadre de protéger les consommateurs, il faudrait qu'il y ait équilibre. Une chose restant égale par ailleurs. S'il y a hausse, on comprend. C'est ça la proportionnalité. Donc, tant que ça augmente, les prix augmentent, on peut comprendre. Mais l'inverse aussi doit être visible. Nous devons aussi vivre l'inverse. Quand il y a diminution des prix, quand il y a baisse des prix des barils, nous devons aussi sentir directement que non, il y a baisse. Mais on va vous dire non, nous récupérons, nous voulons ajuster, réajuster pour récupérer, il y a un vide. Oui, mais chez nous, il n'y a pas de vide. Ici, on vous demande de payer ce qu'on vous présente comme un prix aux pompes. Voilà, dans notre pays, la République démocratique du Congo, dans le secteur pétrolier, il faut le dire ainsi, quelle société justement doit être une référence dans la population où on savoir, voilà, c'est dans cette société où l'on sait justement laisser tout le problème et entrer dans le secteur du carburant et tout. On peut dire quelle société? D'abord, nous avons la CEP Congo. Nous avons d'abord que nous appelions avant Petro Congo. Vous comprenez? Par rapport aux réformes des hydrocarbures, la République démocratique du Congo devait créer une société pétrolière qui va gérer tous nos produits pétroliers, de l'exploration à la consommation. Donc, qui va commencer à surveiller. Mais malheureusement, nous avons eu des réformes. C'est comme j'ai toujours dit, ils parlent trop, ils ne réalisent pas. Voilà les regrets. Or, si du moins nous avons cette société bourrée des experts congolais qui vont commencer maintenant à suivre l'exploration, la première phase de l'exploration, parce qu'il faut savoir là où il y a le pétrole. C'est toute une phase. Et nous devons être là, cette société nationale doit être là. Bon, aujourd'hui, nous n'en avons pas, et bien c'est peut-être la CEP Congo qui joue le rôle d'une société d'entreposage des produits pétroliers. Donc, quand vous entreposez, vous devez aussi avoir cette licence de transporter aussi, même de commercialiser. Donc, la CEP Congo pouvait jouer ce rôle. Mais nos sociétés, malheureusement, est confrontée, sont victimes plutôt d'une privatisation à outrance. On va venir privatiser, pour privatiser seulement, mais entre-temps, les mêmes parts, la même mission dévolue aux sociétés congolaises, on va se les attribuer entre amis, ce qu'on appelle, c'est toute une infraction, c'est délit d'initié. Vous allez prendre les marchés, vous allez commencer à vous créer vous-même les marchés à l'intérieur, commencer à vous... C'est comme ce fut le cas des réalisations. Vous appelez votre frère qui est agriculteur au village, il vient, je vais te nommer PDG sans expertise, il va venir gérer toute une entreprise et puis 2 jours après, c'est cette entreprise qui tombe parce qu'il a toujours des reflets d'un bon cultivateur et non d'un bon manager. Donc tout ça, ce sont des situations qui nous empêchent, nous, l'État, en fait, qui nous empêchent, nous, population, de bien vivre notre produit pétrolier.
Aussi, nous avons aussi l'exploitation des pétroles. Nous avons toute une société avec qui nous avons signé des contrats, que nous appelons Perencorep. Et vous devez savoir que nous avons cette manne en République du Congo, à Mwanda. Mais malheureusement, c'est comme j'ai toujours dit, aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que nous importons les produits. Parce que les produits dont question, nous allons parler de cet accident, ces produits, on ne vous dit pas ça vient d'où. Ça ne vient pas de la République du Congo, mais ça vient de l'Angola. Donc ça, c'est déjà une importation. Comment voudrez-vous un pays doté de pétrole, un pays où on exploite des pétroles, vous devez être importateur aujourd'hui. Or, nous devons être des exportateurs. C'est-à-dire, dès lors que nous allons tirer le pétrole, nous devons les raffiner sur place, nous allons maintenant enlever la consommation nationale, le surplus, nous allons les exporter pour avoir les dollars. Voilà comment est-ce que nous devons tourner. Mais ici, c'est l'inverse. Nous sommes importateurs. Ça me dépasse. Je me pose la question de savoir pourquoi nous devons aujourd'hui être des importateurs. Pas des importateurs, mais des commandants. Il faut voir comment est-ce qu'on nous néglige en Angola. Vous avez vu nos frères, bon, je ne suis pas contre les Angolais, mais vous avez vu comment est-ce que nos frères sont traités vers Lunda Nord. Vous avez vu. On a appris, il paraît, 50 femmes qui, de peur d'être violées. C'est regrettable. Ce sont des crésaires. Or, ici, nous avons aussi nos diamants. Tu vois, tout ça, moi, je ne comprends pas. Comment nous avons les diamants? Nous avons presque tout, hein? Nous avons les diamants, nous avons presque tout, mais nous continuons toujours à chercher ce que nous avons ici, nous les cherchons ailleurs, avec quel risque. Donc ça se passe comme ça aussi vers Mwanda. À Mwanda, c'est les caribéens qui viennent de l'autre côté, des Soyo. Il faut voir des pirogues de fortune. Ils viennent avec des pirogues de fortune, avec des bébés, avec des tonneaux bien remplis. Souvent c'est la nuit, je ne sais pas pourquoi la nuit, je ne sais pas. Et ça se passe là-bas. Si vous allongez un peu vers Boma, vous allez voir aussi, il y a tout un port. Mais ce port-là, c'est un port qui reçoit que les pétroles venant de l'Angola. Et ce sont les pétroles pareils qui entrent. Et je me pose la question de savoir si nous avons quand même le temps de voir des échantillons. Je ne sais pas. Ben voilà, et je ne dis pas que c'est le pétrole qui a causé la mort à Mbumba. Ça, je n'ai pas dit ça. Mais je dis tout simplement que c'est parmi les questions que je me pose. Qui sont les vrais grossistes? Qui sont les pétroliers avec qui nous devons parler? Alors, puisque vous parlez de ces vrais grossistes, le pétrolier avec qui nous devons négocier, et vous avez aussi déploré le système qui se passe justement par rapport à cette manière de pouvoir libéraliser ou privatiser notre société de pétrolier. Alors, on va dire, si par exemple on devait même louer cette initiative de privatiser la SEP, Congo ou encore machin et tout, comment est-ce qu'on devait procéder par les lois, justement, par le voie légale, légaux plutôt, on devait se dire, ben voilà, on le fait comme ça, dans des normes et tout. La procédure peut être comment? Parce que ça s'avère être également une initiative qui, si on a plus de conscience et bien structurée, pourrait être très louable et bénéfique pour la caisse de l'État. Moi, je ne dis pas qu'être en privatisation soit avoir cette collaboration État-privé, privé-État, particulier avec l'État. Je ne m'attaque pas à ça, voilà. Non. Moi, je dis tout simplement qu'il va y avoir des critères pouvant peut-être protéger aussi les intérêts de l'État et les intérêts de la population. C'est ce qui est important. Parce que s'il faut le faire parce qu'il faut le faire, sous forme de tirer profit plus que l'État, ça, je ne suis pas d'accord. Nous avons toute une société. Cette société aussi a l'expertise. Il y a des agents que l'État congolais a formés. Ces agents-là, nous ne pouvons pas les jeter en l'air ou soit dans la nature. Voilà. Nous devons les récupérer et savoir l'intérêt de privatiser. Quel est l'intérêt qui nous pousse à privatiser? Est-ce que c'est nécessaire? Si ce n'est pas nécessaire, nous laissons. C'est ce qui est important. Mais or, actuellement, j'estime que ce n'est pas nécessaire parce que nous avons des pipelines au niveau de Matadi, Kango. Les gens qui connaissent Matadi, Kango, il y a des tanks, il y a des citernes d'entreposage de carburant. Donc celui qui a les carburants peut à partir de là laisser et puis ça vient ici. Je vous rappelle, il y a une période en République du Congo avec Mosé Laurent Désiré Kabila. Nous avons manqué les carburants et Kabila est allé négocier. Mosé Laurent Désiré Kabila est allé négocier avec son homologue angolais, Eduardo Santos. Et ils ont pompé les carburants de l'autre côté là-bas, de Soyo, de l'autre côté, et vers chez nous, Ango, nous avons eu les carburants. Et je vous apprends que ces carburants peuvent se déplacer de Matadi jusqu'ici dans leurs entrepôts ici à Kinshasa par pipeline. Donc sans que vous voyez que c'est les carburants qui viennent de je ne sais où. Et aussi là, la population est préservée. Mais quand vous allez le faire, demain peut-être ça va se faire transporter par thermos, par des bidons de 5 litres. Voilà pourquoi nous disons qu'il ne faut pas seulement privatiser. Nous sentons qu'il y avait une volonté de privatiser. Ici, je déplore. L'État congolais est en train de privatiser à outrance. Nous prenons le cas des ports de Matadi, il faut qu'on se le dise.
Aujourd'hui, le port de Matadi est resté l'ombre de lui-même. Mais aujourd'hui, c'est un autre port qui fonctionne. Et tous ces gens-là qui ont travaillé à Port de Matadi, faudrait-il les laisser? Et quand nous disons nous venons donner les emplois, faudrait-il les soutirer les emplois? Et ça sera une chose de son contraire. Voilà, on va maintenant analyser, maître, parlons un peu de cette tragédie qu'il y a eu au Congo, au central. C'est un incendie même qui, aujourd'hui, on essaie de dire, nous sommes dans le 50 décès, un peu ce qui s'est dit, mais d'après certaines personnes, on est en train de dire que le nombre de décès est plus long que c'est, on essaie de dire aux 50, on est dans les 100 et tout, on sait que c'est dit d'après certaines personnes. Mais comment est-ce que vous avez réussi encore digérer cette situation qui a eu au central? Regarde, si c'est la première fois, je peux dire que nous sommes surpris. Ce n'est pas la première fois. Peut-être c'est, je ne sais pas, c'est le nombre qui impressionne les gens. Ce n'est pas le nombre. C'est ainsi, il y a un qui m'a posé la question, mais pourquoi n'ont-ils pas décrété les deux nations pour ceux qui meurent à l'Est? Je me dis, mais non. Il y a aussi une polémique là-dessus. Hein, à l'Est, c'est presque chaque jour nous sommes en deuil. Il n'y a pas 3 jours à décréter. C'est éternité. Ça sera tout un siècle que nous allons rester en deuil. En ce qui concerne l'Est de la République du Congo. Je ne suis pas de l'Est, mais en tout cas, je dis qu'en ce qui concerne les atrocités que nous sentons à l'Est, vraiment, je vous dis, c'est tout un siècle. Et s'il faut dire 3 jours, c'est paix. Donc, qui se rassure, nous sommes ensemble. Que les gens ne cherchent pas à délocaliser le vrai débat. Le vrai débat doit rester ailleurs. Mais ici, nous sentons que les gens veulent délocaliser. Ce qui se passe à Est, c'est sur Afdel Dalou, je ne sais pas qui, ils sont retraçables. C'est-à-dire, même l'histoire peut les retracer. Voilà. Tandis qu'avec ce qui vient de se passer au Congo central, si nous le laissons comme ça, on risque d'enterrer le blessé, le brûlé et les décédés. On les enterre et puis on enterre aussi les problèmes. Nous risquons, par exemple, laquelle nous devons ouvrir les yeux pour qu'on sache du moins qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas la première fois. J'ai bien dit ici, ce n'est pas la première fois. À Mwanda, nous avons connu les mêmes problèmes. À Mwanda, il y a eu explosion de carburant à Mwanda. Oui, ça nous a aussi adhéré à Mwanda. Il y a eu des gens qui ont perdu la vie à Mwanda. Et pas plus tard, qu'il n'y a pas longtemps, vers, comment on l'appelle, Loufou, il y a aussi eu explosion de toujours des carburants. Alors aujourd'hui, nous avons encore les mêmes problèmes. Moi, j'ai prié. Je voulais avoir la précision, mais j'ai eu déjà la précision, c'était vers 5 h du matin. C'était vers 5 h. Mais figurez-vous, c'était à 12 h. Cet événement. On aurait avoir tout un monde. Figurez-vous, c'était à 12 h. Et on doit aussi se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Sinon, nous risquons de dire que c'est l'hydrocarbure seulement. On va dire que c'est les transports. Il y a aussi les transports. Bien que nous avons vu le ministre qui a précipité, parce que lui, c'est toujours comme ça, il a toujours des réactions épidermiques, qui va dire maintenant, je vais commencer à contrôler tous les véhicules. Le problème est ici, on veut transporter les problèmes ailleurs. Non, d'abord résolvons les problèmes. La question, c'est de savoir, oui, il y a eu accident. Mais avant, quand il y en avait eu avant, quelles sont les mesures que vous avez prises pour éviter ce genre de drame? Or, gouverner, c'est prévoir. Il y a quelque chose que les gens ne disent pas. Mais comment un accident sur la route de Matadi, moi j'utilise souvent la route de Matadi, il devrait avoir des morts. Mais à ces nombres-là, je commence à me poser la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il y a le droit à défendre la population, mais il y a aussi les devoirs de la population. Quand vous voyez un accident, la population, les gens qui ne sont pas capables, qui ne sont pas des experts, on vous demande de vous mettre loin. C'est ainsi, vous allez voir même en Europe, il y a un accident, on va faire un précaré. On interdit le passage. On vous éloigne pour dire que soyez loin parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut encore arriver. Heureusement pour nous, Dieu merci, il n'y a pas de terroristes qui placent des bombes. Parce que là où il y a bombe qui vient de sauter, on doit écarter la population. Parce qu'on ne sait pas si on a encore placé ou une autre bombe. Mais ici, il y a un accident, mais il y a eu trop de morts. Nous devons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Raison pour laquelle nous ne sommes pas pressés. Nous avons toute une commission que nous avons créée dans notre structure. Nous allons investiguer pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et si ce nombre-là est un nombre réduit à la baisse, c'est un nombre forfaitaire réduit à la baisse, nous allons donner le vrai nombre. Alors certains disent que cela est dû même au problème des infrastructures routières et que l'État n'a pas bien travaillé en termes de construction de routes. L'espace était un peu, était peu, il ne pouvait pas supporter deux véhicules venant en grande vitesse et qui a fait de sorte qu'on a suivi ces problèmes d'infrastructures routières. Et certains ne sont pas d'accord du fait que ça soit
cette manière justement de faire entrer le carburant au Congo, on est en train de dire que non, voilà un peu le dégât ou encore les effets par rapport à ces manques justement de responsabilité que l'on peut justement voir l'État justement poser pour le bien-être de notre pays et faire justement prendre le carburant à l'extérieur, le faire entrer au Congo. S'il y avait d'autres manières, d'autres mécanismes où l'État avait utilisé, cela n'aurait dû pas arriver. Donc vous pouvez comment analyser par rapport à ces deux problèmes? Je comprends que l'État soit responsable et il a compris sa responsabilité. Il a commencé à prendre les dispositions. Et en promettant même d'enterrer lui-même, de faire les enquêtes lui-même, d'indemniser, vous avez suivi. Donc l'État a compris que c'est lui le responsable. Là, je me réjouis déjà. Parce que c'est lui le pouvoir régulateur. C'est lui le protecteur même de la population. Ça, c'est ce que l'État devait faire. Mais je regrette que dans notre pays, il n'y a personne qui démissionne pour sa responsabilité. Ça, je regrette souvent. Ils sont là, des petits, en se justifiant. Il y a l'autre qui prend des mesures. Non, à partir d'aujourd'hui, les véhicules, non. Il faut d'abord tirer les conséquences. Non, c'était moi. Je suis le responsable numéro 1, eh bien j'ai démissionné. Mais il y a toujours, on regarde à la télé, il y a toujours cette campagne de dire que, excusez-moi pour le terme, il a fait, donc qui dit que les 5 chantiers ont été respectés. L'on peut dire aujourd'hui il y a 2 routes, d'après ce que nous voyons à la télé, dans certaines chaînes certaines chaînes de la place, on cesse de voir cela, mais si on arrive à ce point de dire qu'il y a eu carence des infrastructures routières et qu'on déplore, on dit que les choses n'ont pas été bien faites plutôt de ces côtés-là, est-ce qu'on peut dire que c'est une réussite de voir aujourd'hui qu'il y a cette chanson qui cesse de marcher? Vous savez, moi je suis très content quand vous me dites ça. Je voudrais vous répondre. Je n'ai jamais entendu le chef de l'État dire j'ai dit, j'ai fait. C'est nous toujours les flatteurs qui l'entourons. Et lui, il a dit, ce que nous avons fait, nous l'avons fait, et ce qui reste à faire sont devant nous. Et nous devons nous mettre tous ensemble. Ça, j'ai apprécié. Voilà les discours que j'ai apprécié du chef d'État, que je vais toujours apprécier toute ma vie. Il a dit, ne regardons pas ce que nous n'avons pas fait. Oui, regardons peut-être ce qui reste à faire. Ensemble, nous allons le faire. Mais nous, les flatteurs, nous sommes là, on met là, je ne sais pas, on applaudit dans les villes. Non. Il a dit, il a fait. On peut aussi dire du mal, on fait du mal. Donc voilà ce qui est important et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, notre régime actuel, vous sentez quand je dis notre régime, je ne suis pas loin. Donc notre régime actuel doit faire un mea culpa pour demander d'abord pardon et puis voir ce que nous devons faire. C'est ce qui est important. Voilà. En ce qui concerne les propositions, nous sommes une commission, nous allons créer une commission, nous allons donner des pistes. Moi je sais bien critiquer, mais je sais aussi bien donner des pistes de solutions. Je critique jusque-là, mais voilà les pistes de solutions par rapport à la question que vous venez de poser. La route est tellement petite qu'il faudrait peut-être l'agrandir. C'est une possibilité. Mais on vous dit que cet accident s'est produit dans une agglomération. Donc, quand vous allez me dire qu'il y avait une vitesse extraordinaire de 2 véhicules, est-ce dans une agglomération? On peut admettre une vitesse de plus de 40 km par heure. Non. Maintenant, pour contraindre les opérateurs économiques, on met les panneaux. Mais nous savons que les opérateurs, plutôt les chauffeurs ne vont pas respecter les panneaux. Mais on peut aussi les contraindre que dans toute agglomération, qu'on puisse placer les dodanes. Ok? À 1 mètre, on place les dodanes. Et 2 mètres, c'est-à-dire dans la ville là. On sait que même si nous ne sommes pas là, le conducteur sera obligé de circuler avec une vitesse moins de 40 km par heure. Parce qu'à chaque fois, il y a des dodanes. Voilà une piste de solution. C'est que le ministre du Transport pouvait peut-être proposer. Au lieu d'aller faire le contrôle du véhicule. Voyez, et dans une route principale, ce qu'on appelle la route nationale, pourquoi nous devons avoir des villages à 1 mètre de la route, au bord de la route? Moi, je ne dis pas souvent, il y a des marchés, messieurs les journalistes, à 0 mètre de la route. Il y a des vendeurs qui nous suivent à l'intérieur des chaussées pour vendre. Or, s'ils pouvaient être loin et que tel accident arrivait, nous allons avoir moins de dégâts. Voilà ce que nous proposons directement. Au lieu de commencer à dire nous allons contrôler. Quand vous avez fait une décision pour dire qu'à Kinshasa, à la capitale, on ne devait plus avoir des remorques entrées pendant la journée, seulement la nuit. Est-ce que vous avez songé à éclairer les artères publiques? Vous avez songé à ça? Vous évitez les embouteillages. Ok, d'accord. Vous demandez à ce que ces véhicules entrent que la nuit. D'accord. Est-ce que avez-vous songé à éclairer les voies, les chaussées? Non.
Est-ce que vous ne savez pas que normalement l'homme est créé pour dormir la nuit? Qu'en principe, ce chauffeur peut être fatigué. À 5 h du matin, il y a eu un accident de Mumba. Moi, je me dis que les deux chauffeurs peut-être étaient fatigués. Parce que c'est vers le presqu'icule de la nuit, du soleil là. Quand le soleil apparaît, c'est là où le sommeil nous envahit. Mais moi, je présume, tout ça, ce sont les enquêtes qui vont nous... Mais malheureusement, les deux chauffeurs portés disparus. On ne sait pas s'ils sont comme des brûlés, on ne sait pas. Maintenant, nous ne saurons pas la vérité. On va trouver une autre mission toujours dans le même sujet, parce que vous avez dit que votre équipe est là déjà pour mener des enquêtes. Je crois bien, on aura un numéro spécial, on en parle avec vous concernant ce problème. Peut-être prochainement, parce que moi je me déplace déjà pour aller dans cette... Sans problème. Voilà. Alors, maître, et si on va parler de la DGERMA, justement, la DGERMA et la Direction Générale de Recettes de Maniema, où on peut même signaler où réside comme ça l'ex-premier ministre Matata Ponyo. Vous êtes au courant de ces problèmes de recouvrement justement forcé de véhicules. Vous devez certainement acheter des vignettes, des consorts, et ici c'est pas très grave. On se voit l'ex-premier ministre, M. Matata Ponyo, qui contredit cette décision de recouvrement forcé. Il a dit que cette manière de faire les choses n'est pas si bonne, n'est pas à féliciter. Même le chef de l'État ne pouvait jamais accepter que ce soit le cas, et le gouverneur également qui s'y tient, également qui est contre Matata Ponyo, qui réplique face à ces problèmes-là. Alors, puisque nous parlons seulement de ces problèmes de carburant, nous parlons de voitures, de transport et tout, comment avez-vous trouvé cette guerre justement entre l'ex-premier ministre Matata Ponyo et le gouverneur par rapport à ces problèmes et entrée au secteur du transport? Vous savez, ce qui est véritable au Congo, à chaque fois que vous citez les individus, on vous dit vous faites la politique. Je crains que si nous commençons à parler de Matata Ponyo et parler du gouverneur de Maniema, les gens risquent de nous comprendre. Mais comme sur la politique, vous n'êtes non, nous parlons sur le fait. Donc cela intéresse même ces secteurs de transport. Non, le chef d'État, vous êtes malheureux. Le chef d'État, je m'adresse au chef d'État, il est malheureux. Il est vraiment malheureux. Il peut avoir de bonnes idées, mais malheureusement, il est malheureux. Son malheur, c'est ce qu'il a dit. Que si je peux avoir même les fils que 15 conseillers. Donc vraiment, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes malheureux. On ne peut pas vivre cette situation aujourd'hui. Et maintenant même, il y a rupture entre la base et ses dirigeants. Il y a rupture de confiance entre la base et le régime qui nous dirige. Parce que le régime est toujours représenté par un groupement de partis politiques. Et auquel il y a des membres qui en principe doivent avoir une ligne, une opinion. C'est-à-dire, si on vous pose la question à Maniema, cette même réponse devrait être la même de Kinshasa si vous êtes dans un groupement politique. Parce que vous avez une seule et une même opinion. Malheureusement, il se passe des choses avec l'État. Matata Ponyo, Premier ministre honoraire, peut avoir raison. Mais il n'a pas raison de le faire remarquer en public. C'est une façon de se retirer des autres. Si on veut se retirer des autres carrément, on plie bagage, on part. Il faut plier bagage, vous partez. Comme ça, votre rancœur, vos blessures, vous allez les manifester en termes de réponses à donner à la population. Lui, s'il met ce il va passer. Comme ça, lui-même, là, il va peut-être apporter le résultat de ce que la population pouvait demander aujourd'hui. Et au gouverneur Maniema, je vous dis que vous êtes un mauvais compagnon. Ce n'est pas le moment où il faut faire des tracasseries à la population. Aujourd'hui, le chef d'État commence déjà à réfléchir comment faire sourire à cette population. Comment donner ce qu'on appelle les derniers cadeaux à cette population. Parce que le chef d'État, contrairement aux Américains, des mandats finis toute la vie, ici, il peut encore revenir en 2023. Mais il aura toujours son bilan. Peut-être que le bilan va être le meilleur bilan que celui qui va remplacer le chef de l'État. Pourquoi gâcher ces bilans? Et je vous rappelle, moi parce que je suis un peu tous nos amis là-bas. Moi j'ai tous les amis. Hein. À l'opposition j'ai des amis, à la majorité j'ai des amis. Mais je vous informe que l'actuel dauphin est allé prendre une décision au niveau de là où il était peut-être à l'est de la République du Congo. Parce que les automobilistes, les appelés comme nous, les Ouéwa, sont allés les voir. Et lui, le dauphin, si vous êtes des journalistes d'investigation, cherchez ce que je vous dis. Il a déclaré au cours d'un meeting, je demande à ce que vous laissez les motards tranquilles faire leur travail. Et quelque part, il a même payé pour... Bon, ça, ce sont des entre guillemets. Je sais que ces gouverneurs-là mentent trop. Le chef de l'État a donné 10 millions. Il a payé les taxes pour tous les... Ça, ce sont des mensonges. Mais je sais, ce qu'il a fait, c'était une façon de faire communiquer à la population. Communément au Wewa. C'est nos amis, nos frères de Wewa. Leur dire que nous sommes ensemble avec vous
et nous compatissons à toutes les tracasseries dont vous vivez, raison pour laquelle je demande à ce que les autorités laissent les Weba tranquilles. Là, c'était Chadari, là, il n'était pas encore investi d'offert. Donc, pour dire que c'est une situation qui intéresse tout le monde. Et aussi, c'est une partie de la population, si vous négligez cette partie de la population, vous risquez d'avoir des problèmes. C'est ainsi à Kin, vous allez remarquer, l'autre partie, bon, nous citons quand même, ce n'est pas la politique, mais nous parlons des faits. Hein. Voilà. L'autre partie que nous appelons IDPS, à chaque fois qu'il y a manifestation, vous avez plein de Weba. Et ces Weba qui viennent là-bas, on ne leur donne pas les... On ne leur donne rien, mais ils viennent par conviction. Et maintenant, vous allez vous poser la question de savoir, quand c'est les régimes en place qui organisent, les Weba, il faut leur donner des carburants, tu vois. Tout ça, il y a un problème. Donc, voilà. Pour dire que nous devons recréer cette confiance. Mais je dis, le chef d'État est victime, qui peut avoir les bonnes intentions et servir ces peuples, mais vous êtes entouré de gens qui ne vous aident pas. Voilà, on va pas parler politique, d'autant qu'aussi, on ne peut jamais mettre à côté le fait. C'est tout à fait normal que nous essayons comme ça de pouvoir apporter de la lumière dans ces coins-là. Alors, maître, on va finir avec vous. Je ne sais pas votre dernier mot, mais pour cette émission quand même, par rapport à notre thème d'aujourd'hui, on a parlé de la hausse de prix, et aussi il faudrait que vous puissiez donner votre dernier mot par rapport à cela, et vous pouvez dire quoi? En ce qui concerne la hausse des prix, nous devons veiller parce que cela entre dans le social. Quand nous disons qu'il faut améliorer la vie sociale de la population, nous devons aussi essayer un peu de voir comment nous allons protéger. C'est ce qu'on dit, il faut avoir une surveillance permanente des prix sur le marché. Il faut avoir. Et puis, il faut avoir de vraies raisons. Il ne faut pas créer de fausses raisons pour augmenter ou soit bouger les prix, mais plutôt il faut avoir des vraies raisons et pouvant permettre, n'est-ce pas, à fixer les prix. J'étais à Mwanda, j'étais à Boma, je connais comment ça coûte là-bas, combien ça coûte là-bas. Le carburant à Boma, c'est 1200 francs. Mais ici, j'ai acheté hier à 2100. Donc, nous sommes à Boma. Boma, à peu près 500 km, 600 km de Kinshasa. Mais là-bas, le carburant, c'est 1200. Mais ici, le carburant, c'est déjà 2000. Je vous informe, le carburant qui est vendu à Boma, c'est le même carburant transporté de Boma à Kinshasa. C'est ce que vous avez rencontré à Boma. Okay. Donc, vous allez comprendre un peu les choses. Donc, c'est un peu de comprendre, vous allez voir que l'État congolais doit faire un effort de se réveiller. Voilà ce que j'ai dit. Voilà, Maître Doubli Muntu Loulou, justement, je vous rappelle, vous êtes secrétaire national de la jeunesse responsable, vous êtes également avocat. Vous êtes aussi assistant des universités. C'était un grand plaisir pour nous justement de partager ces instants avec vous. Et nous croyons certainement que très prochainement, cela ne pourrait pas rater que vous soyez encore notre prochain invité. Mesdames, Messieurs, merci à vous parce que vous nous avez suivis du début à la fin de cette émission. On se fixe rendez-vous au prochain numéro. Je dirais un grand merci à messieurs Eric Ewela qui est le directeur technique, également à toi, messieurs David Moubenga à la réalisation. Merci à toi, Eli Bachala, mon ami. Merci également à toi, Dido. Je pense aussi à Tchakala, je pense aussi à mon coordonnateur. Merci, messieurs Serge Nteka. On se fixe rendez-vous, mesdames, messieurs, au prochain numéro. D'ici là, bye bye. Tofuta pako,